Bienvenue dans votre émission Réflexivité. Réflexivité d'aujourd'hui va parler d'une problématique très importante. Il s'agit des systèmes éducatifs congolais, source de développement économique et social. Pour ce faire, nous recevons une fois de plus Monsieur le professeur Guy-Robert Silou. Bonjour et bienvenue Monsieur le professeur Guy-Robert Silou. Bonjour Monsieur Pascal Tombala, merci de m'avoir invité une fois de plus pour évoquer ce sujet qui est capital, non seulement pour la RDC, mais pour aujourd'hui. On considère que les économies du monde ne peuvent se développer qu'en partant de cette instance qui est majeure, c'est-à-dire l'école, qui permet justement de former un capital humain. Sans cette formation, effectivement, un pays aurait du mal à se développer économiquement, politiquement, socialement également. Merci beaucoup. Le système éducatif, c'est un sujet très important, fondamental dans le développement d'un pays. Quelle est votre appréhension par rapport à cette problématique? Le système éducatif congolais, source de développement économique et social. Je le disais un peu dans mon propos liminaire. Aujourd'hui, lorsque on est dans un contexte social qui prône la productivité, pour ne pas dire le productivisme, puisque on va s'attarder davantage à créer de la croissance. Or, créer de la croissance, ça nécessite quoi? Des institutions, pour ne pas dire des instances, qui vont former justement cette population, afin que cette population puisse répondre aux besoins de production, parce que pour produire, il faudrait qu'il y ait le facteur capital, mais bien entendu avec le facteur humain, auquel, les deux combinés, on va rajouter les ressources naturelles. Mais avant même de parler de cette dimension purement économique, nous sommes des personnes vivant ensemble, en société. Et cette société-là a besoin d'une forme de cohésion. Et cette cohésion n'émane pas exclusivement des familles, parce que chaque famille a une approche qui est différente. Or, l'objectif d'une société qui veut intégrer tous les membres de la collectivité, c'est d'arriver justement à former cette conscience collective. Et pour essayer d'arriver à cette conscience collective, il y a cette instance de socialisation qu'est l'école qui pourrait remplir cette fonction. Et donc, l'école se retrouve aussi avec une autre fonction, qui est la fonction de la formation de la citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens congolais. Il faudrait bien que nous puissions passer par une instance de socialisation qui est en même de pouvoir nous inculquer les mêmes normes et valeurs afin que tout le monde puisse tendre, je dis bien tendre, vers le même idéal pour que cette conscience collective puisse raffermir les liens sociaux et donc même les liens politiques. Donc, cette instance de socialisation qu'est l'école joue aujourd'hui un rôle fondamental parce que, en même temps, cette école, elle est dite laïque. C'est-à-dire dans une approche qui veut que la science puisse être centrale dans la manière d'aborder les sujets sans appréhension, sans a priori, et comme l'indique notre titre de l'émission, dans une approche qui est beaucoup plus réflexive. Oui, monsieur le professeur, pourquoi l'école et quelles sont ses missions? La première mission, quand je dis... C'est l'école maternelle, primaire, secondaire et l'université. Mais avant de revenir sur cette forme de séparation dans les apprentissages, il faudrait quand même que nous puissions dire que l'école a une mission qui est celle de former les citoyens, pour ne pas dire les individus membres d'une communauté. Et ça, aujourd'hui, on se rend bien compte que le civisme auquel tout le monde devrait tendre, c'est à l'école de remplir cette mission-là. Le citoyen aujourd'hui congolais ne peut tendre vers un idéal qui le transcende en passant par les instances scolaires, que ça soit l'école maternelle, que ça soit primaire, secondaire ou universitaire. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, on essaye de nous inculquer
les normes, les valeurs républicaines pour que nous puissions nous sentir membres de la communauté congolaise dans sa globalité. Donc, formation du citoyen. Mais en même temps, l'école permet aussi d'instruire les individus. L'instruction, aujourd'hui, elle est majeure. Pourquoi? Sans connaissance, sans les instructions, on risque de ne pas rentrer dans la modernité. Grâce à l'école, tout à l'heure j'ai parlé des valeurs purement scientifiques, l'école nous permet de sortir de ce qu'on appelle l'obscurantisme. On ne peut pas interpréter le monde aujourd'hui exclusivement en se fondant sur un plan purement spirituel, pour ne pas dire métaphysique. Aujourd'hui, il faudrait bien que l'instruction qui nous est conférée par l'école, cette instruction va nous permettre justement, par exemple, d'innover, de s'attaquer au progrès technique, et grâce au progrès technique, on peut facilement améliorer le phénomène dit de croissance. Et ça, c'est important parce que grâce à la croissance économique, on devient vraiment capable d'améliorer notre productivité, c'est-à-dire notre rendement, et ce rendement est indispensable à la croissance. Mais en même temps, les innovations nous permettent aussi d'améliorer notre niveau de vie et derrière, donc, s'insérer professionnellement. Parce que l'école, au travers cette instruction, ça nous permet d'obtenir des diplômes. Et un diplôme, c'est une qualification. Et cette qualification permet l'insertion professionnelle. Grâce à l'école, on obtient un statut, et ce statut vous permet justement de vous situer dans le contexte national et en même temps par rapport à l'intégration du groupe social auquel vous allez appartenir. Et le statut que vous allez obtenir grâce à l'école va vous donner donc des rôles que vous aurez à tenir dans la société. Merci, monsieur le professeur. L'enseignement des bases en RDC est gratuit. Quel est le bien fondé d'une telle décision? Lorsqu'on parle aujourd'hui de la gratuité de l'école, que ce soit au niveau de l'école maternelle, comme au niveau de l'école primaire, oui, là on est dans des institutions publiques, mais en même temps, on pourrait voir aussi, dans la mesure du possible, s'il ne faudrait pas, bien sûr, après compensation, ne pas l'étendre aussi au niveau des établissements privés pour que les enfants, quand je dis les enfants, là je suis au niveau de l'école maternelle et en même temps de l'école primaire, que ces enfants-là apprennent déjà à s'épanouir, parce que nous avons affaire à une instance primaire de socialisation qui aujourd'hui rivalise, entre guillemets bien entendu, avec une autre instance primaire de socialisation qu'est la famille. Mais sauf que l'enfant, dans son développement, dans sa cellule familiale, n'a pas les mêmes, si vous voulez, dispositifs intellectuels cognitifs qu'on retrouve dans le milieu purement scolaire. Et lorsque l'enfant arrive au niveau de l'école maternelle, l'enfant apprend déjà ce que c'est que la vie en société. Et l'école va lui permettre aussi de commencer à s'attendrir sur des valeurs qui sont immanentes à cet enfant. Pourquoi immanentes? C'est-à-dire transcendantes à l'enfant, pour la simple raison que l'école nous inculque certaines règles que nous ne retrouvons pas au sein de la cellule familiale. Par exemple, la ponctualité. C'est quelque chose d'important. L'école maternelle va nous permettre aussi, dans une certaine mesure, d'apprécier l'école. Se lever le matin, avoir un rythme de vie qui va se caler sur cette instance, ou pour ne pas dire cette institution, qui a ses règles propres. La ponctualité, l'assiduité, ne pas s'absenter lorsque bon vous semble, parce que ce jour-là, vous avez une sorte de petite lubie comme ça, qui vous empêche de vous lever, et alors que là, l'instance scolaire ou l'institution scolaire va rapidement vous rattraper. Mais en même temps, l'école maternelle vous permet d'apprendre, pas seul, isolé dans votre coin, mais en même temps apprendre dans la communauté et avec les autres. Et donc là, on est dans une forme d'altérité qui vous permet ou qui favorise le bien vivre ensemble. Et nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, des citoyens. Le fait de vivre avec les autres, ça permet de tisser des liens sociaux. Et ces liens sociaux vous renvoient aussi à d'autres liens qui pourraient être les liens politiques. L'école maternelle n'est pas obligatoire pour tout enfant congolais.
c'est une faute au niveau de notre système éducatif? Dire une faute, je n'utiliserai pas ce mot, pour ne pas dire ce vocabulaire, tout simplement. Mais je pense qu'il faudrait inciter, recommander avec force les parents, afin que les parents comprennent le bien fondé de ces apprentissages qui sont relativement précoces. Je le disais tantôt, un enfant qui se scolarise tôt, il a quelques longueurs d'avance sur ses autres camarades. Et on le sait très bien, on va en parler certainement, toutes les familles n'ont pas les mêmes dispositifs culturels. Et donc le fait d'envoyer son enfant précocement à l'école, c'est-à-dire à cette école dite maternelle, ça permet à cet enfant de commencer à acquérir les outils qui vont lui permettre justement de bien aborder son école primaire et la suite de sa scolarité, parce que c'est susciter non seulement l'épanouissement, l'intérêt de l'école et en même temps une forme d'appétence qui est indispensable dans l'approche de tout ce qui est savoir, connaissance et culture intellectuelle. Monsieur le professeur, la gratuité de l'enseignement des bases et la massification de l'école, qu'en pensez-vous? La massification est une donnée, je pense, qui est fondamentale. Lorsque aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, il y a si peu de temps, le nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a proposé cette gratuité à ce niveau-là, je pense qu'il a eu tout à fait raison. Vous savez que pendant longtemps, les qualifications étaient l'apanage d'une certaine élite. Et là, on était dans un contexte qu'on appelle le phénomène de reproduction sociale. On ne peut pas accepter, dans une république qui se veut démocratique, que l'ascenseur social ne puisse fonctionner que pour une certaine classe sociale. Parce que, comme on le sait, les études étaient déjà l'apanage des classes sociales supérieures aisées. Et jusqu'à une certaine époque, je peux me référer par exemple à l'histoire de l'enseignement en France. Avant les lois dites Jules Ferry, les femmes n'étaient pas du tout instruites. Et on se rend bien compte que cette école telle qu'elle existait jadis créait d'emblée des inégalités tant sur le plan économique, tant sur le plan social, et voire même sur le plan culturel et donc politique. C'est-à-dire que le fait de rendre cette scolarité obligatoire, gratuite, et je pourrais même rajouter laïque, pour sortir de l'obscurantisme, c'est une très très bonne chose en place, pour la simple raison que la mobilité sociale qui est inhérente à toute société, cette mobilité sociale, elle est à la portée de tout le monde, sans distinction de revenus, sans distinction d'ethnie, pour ne pas dire sans distinction tout simplement de pouvoir d'achat. Et donc je pense que l'initiative qui a été prise par le président de la République est une très très bonne chose qu'il a pu initier, et il faudrait, je pense, approfondir encore, pour ne pas dire renforcer le dispositif, pour que cette décision qui est salvatrice puisse avoir des portées, des conséquences tout à fait positives pour tout le monde, parce que nous savons très bien que peut-être les choses n'ont pas été suffisamment pensées au point où il y a quand même quelques dérives, peut-être auxquelles nous allons nous référer à un moment ou à un autre. Monsieur le professeur, quel distinguo faites-vous entre la massification et la démocratisation? Lorsqu'on parle de la massification, comme je le disais tantôt, on est davantage sur le quantum, c'est-à-dire la quantité. On cherche à agir sur le plus grand nombre d'élèves scolarisés. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'important, ça favorise la mobilité sociale. Mais lorsqu'on parle en termes de démocratisation, on est sur une approche qui se veut beaucoup plus qualitative. Et c'est peut-être cette démocratisation aujourd'hui qui pose problème dans le système de l'enseignement dans sa globalité. Je m'explique. Il y a des sociologues comme Pierre Bourdieu, entre autres, parce que il a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Et Pierre Bourdieu considère que le système scolaire en lui-même
est inégalitaire. Pourquoi? Parce qu'il part sur 3 capitaux. Je vais en parler rapidement. Vous avez par exemple le capital économique qui agit sur le système scolaire. Même lorsqu'il y a la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une fin en soi, ça ne suffit pas. Même si, je l'ai dit aussi, que c'était important. Pourquoi n'est-ce pas une fin en soi? Le capital économique va permettre, par exemple, à certains ménages de donner des avantages à leur progéniture que les autres enfants ne possèdent pas. Aujourd'hui, vous comparez votre famille avec ses revenus par rapport à ma famille, nous avons des revenus complètement différents, donc un capital économique qui est complètement différent, ne serait-ce qu'au niveau, un exemple simple. Après les cours, moi, je suis par exemple en mesure de proposer des cours particuliers à mes enfants. Mon enfant qui va rentrer à la maison, il va bénéficier des cours supplémentaires, par exemple, un cours d'anglais, un cours de mathématiques, un cours d'histoire, et je vais rémunérer ces professeurs. C'est-à-dire que ces cours particuliers sont l'apanage d'une certaine classe sociale aisée. Pourquoi? Parce que c'est ce capital économique qui va agir. Lorsque nos enfants sont scolarisés, il faudrait bien qu'ils puissent être outillés. Aujourd'hui, le savoir est quasiment numérisé, omniprésent dans notre environnement. Mais sauf que pour aller chercher ces informations-là, il faut être câblé, pour ne pas dire autre chose. Il faut avoir des ordinateurs, sinon des tablettes. Lorsque vous avez ces éléments, il faudrait que l'électricité puisse être à votre disposition. Sauf que selon les endroits où on habite et les endroits où nous habitons dépendent aussi de notre pouvoir d'achat, pour ne pas dire tout simplement de notre niveau de vie. Donc on se rend bien compte que ce capital économique va favoriser certains enfants au détriment des autres. La question que vous pourriez me poser pour ne rester que sur ce capital économique, dans une république qui se veut démocratique, si on ne veut pas que ce capital économique puisse jouer un rôle négatif, il faudrait bien que, par exemple, les pouvoirs publics puissent intervenir en accordant ce qu'on peut appeler de la discrimination positive, c'est-à-dire accorder, par exemple, les bourses d'études aux enfants qui sont issus des familles les plus défavorisées, ce qui n'existe pas dans notre pays. Donc, on se rend bien compte que ce capital économique va faire que certains enfants auront des privilèges comparativement aux autres enfants. Et c'est pas fini. Là, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Kambala. Je parlais du capital économique, mais le plus important dans le système scolaire, c'est ce que Pierre Bourdieu appelle le capital culturel. Il y a des parents qui ont des niveaux d'études très élevés. C'est-à-dire un bac plus 10, j'exagère hein, comme toujours, un bac plus 10 et d'autres, même quand je veux exagérer, je passe donc à bac plus 50, ce qui n'existe pas. C'est une boutade, bien entendu. Que font ces parents-là? Ces parents-là, dès le bas âge, avant même que l'enfant ne puisse accéder à l'école maternelle, ces enfants-là, par les jeux ludiques, commencent déjà à porter des savoirs et des connaissances à leur enfant. Et en même temps, ce capital culturel va jouer aussi un rôle important au niveau de l'orientation. Ce sont des parents qui connaissent très bien le système scolaire et donc ils le maîtrisent parfaitement. Au niveau des choix des filières, on va se dire, mais telle filière aboutit à ça sur le plan professionnel et donc c'est pas une filière à prendre parce que ça ne vous permet pas justement d'améliorer votre statut social, parce que là, on est vraiment dans le phénomène de reproduction sociale. Comme le dirait encore un autre sociologue, tel père, tel fils. Et là, on est dans la reproduction sociale. Le père qui a fait des études maîtrise très bien le système scolaire, et par contre, que va-t-il faire? Il va permettre à son enfant de fréquenter des lieux de culture. Moi, je me souviens d'avoir visité les musées qui sont ici à Kinshasa. J'ai fait le tour de quelques musées. Juste à côté, par exemple, de l'Assemblée nationale, il y a un nouveau musée qui a été créé il y a 2 ans, 3 ans. J'y ai été. Mais est-ce que tout le monde a-t-il pris le temps d'y aller? Non. Le fait d'accéder à ces lieux de culture, ça permet à nos enfants d'avoir une longueur d'avance sur les autres, et même au travers les voyages. Celui qui voyage aussi s'instruit.
Et donc, à partir de là, il y a des clivages qui commencent à naître. Et donc, ce capital culturel est complètement performant au niveau de l'assiduité et en même temps de l'approche que l'enfant peut avoir sur le plan didactique, c'est-à-dire sur le plan des connaissances et autres. Donc, on se rend bien compte que la démocratisation serait vraiment le cheval de bataille qui viendrait compléter la massification. La massification ne peut pas être une fin en soi. Le fait, et là je préfère être très précis, qu'il y ait la gratuité, c'est très important, mais la gratuité ne peut pas être une fin en soi. Ce qui serait une fin en soi, c'est la démocratisation scolaire, c'est cette démocratisation qui permet de réduire les inégalités existentielles pour que chaque enfant puisse espérer améliorer sa mobilité sociale afin qu'elle puisse être ascendante. Sinon, on se retrouve toujours les mêmes élites qui continuent à se reproduire à satiété, pour ne pas dire de manière indéfinie. Et comme le dirait Vilfredo Pareto, là, il y a un problème de circulation des élites. Et je pense que M. Kambala, je ne vais pas vous refaire ce topo-là. Vous allez constater que dans ce pays, il y a des noms qui reviennent toujours systématiquement depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un problème de circulation des élites. Si ce problème-là n'est pas du tout résolu, notre pays n'est pas du tout démocratique, parce que la démocratie n'est pas seulement politique. Comme le dit Tocqueville, la démocratie, elle est aussi sociale. Et cette démocratie sociale passerait bien par l'école. Vous soutenez la démocratisation scolaire. Vous êtes corps enseignant, vous enseignez en France, à Paris. Monsieur le professeur, vous jouez un grand rôle dans le système éducatif. Mais jouer un grand rôle, oui. Mais pour la simple raison, je joue aujourd'hui un grand rôle, mais en même temps, il faudrait pas nous mettre sur un piédestal. C'est un rôle important, mais en même temps, comme je venais de le dire tout à l'heure, n'oublions pas quand même l'instance primaire de socialisation qu'est la famille, parce que la famille joue aussi un rôle important. C'est-à-dire qu'en tant que professeur, nous sommes dans une forme de continuité. En tant qu'enseignant, en tant que professeur, nous apportons une valeur ajoutée qui vient compléter une socialisation de base que l'enfant a commencé à recevoir depuis sa cellule de base qu'est la famille. Et donc, on se rend bien compte qu'il faudrait qu'on soit dans une dynamique qui est complètement progressive et en même temps complémentaire. On ne peut pas dire tout simplement aux professeurs de remplir les rôles que les autres instances de socialisation ne remplissent plus. Comme le diraient certains, quelqu'un que je ne vais pas reciter aujourd'hui, le professeur n'est pas un magicien. À lui tout seul, les choses ne vont pas se passer correctement. Il faudrait qu'il y ait la famille, que les familles jouent complètement leur rôle, mais vous vous souvenez, Monsieur Kambala, nous avons évoqué le fait que nous avons de plus en plus de familles pauvres dans notre pays, plus de 80% dans la pauvreté. Donc, on se rend bien compte que, au niveau de la cellule de base, il y a des problèmes qui se posent. Et donc, l'école doit prendre le relais. Mais pour que l'école puisse prendre un relais qui serait aussi efficace, il faudrait aussi, à un certain moment, que les pouvoirs publics, qui est une autre instance de socialisation, puissent apporter une formation adéquate aux professeurs. Non seulement une formation de taille, mais aussi une rémunération qui serait quand même, si vous voulez, une sorte de carotte pour motiver davantage ces personnels qui jouent et remplissent des rôles de plus en plus importants dans nos sociétés. Dans cette formation scolaire, les bibliothèques jouent aussi un grand rôle. Mais ça joue un grand rôle, Monsieur Kambala, je vous l'ai dit tantôt. Là, ce sont des lieux de culture. Lorsque vous avez des bibliothèques physiques, là je suis sur des bibliothèques physiques, parce que je peux faire un distinguo entre des bibliothèques dites physiques, avec des manuels qu'on peut palper, et en même temps, aujourd'hui, nous avons des bibliothèques qui se veulent virtuelles. Et donc, les deux, ce sont des lieux de culture. Mais on se rend bien compte, pour cette circulation des élites, il faudrait bien que les pouvoirs publics puissent passer aujourd'hui, par exemple, à des connexions qui se fonderaient sur la fibre optique, pour que le débit puisse être relativement fort
et que les enfants de ce pays, les jeunes de ce pays puissent accéder rapidement à cette information numérisée qui est à la disposition de tout le monde. Mais à la seule condition, comme on l'avait dit aussi sans se répéter, il faudrait que l'électricité puisse être permanente. Lorsque la SNEL n'est pas capable de fournir l'électricité à tout bout de champ, on se rend bien compte que ça crée quand même des soucis. Donc ces lieux de culture sont vraiment indispensables. Mais vous le savez aussi, Monsieur Kombala, ces lieux de culture nécessitent un budget important. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. Et non seulement des pouvoirs publics, il faudrait aussi peut-être que la société civile puisse se mobiliser en essayant de mettre un peu la main à la pâte, en créant des bibliothèques dans des quartiers pour que vraiment le savoir puisse être à la disposition de chaque citoyen et que chaque citoyen puisse s'épanouir et acquérir cette culture. Sinon, les clivages vont perdurer et cette circulation des élites, pour reprendre la thèse parisienne, il faudrait bien que ça puisse se faire. Monsieur le professeur Guy Robert Silo, parlons maintenant de l'école et des développements en RDC. Sommes-nous, avec notre système éducatif, que la RDC pourra se développer facilement? Vous savez, nous avons hérité d'un système éducatif qui résulte aujourd'hui, disons, des métropoles. Bien sûr, je ne vais pas chercher à vouloir disséquer des choses en voulant les séparer de manière systématique, parce que nous sommes aussi dans un contexte mondial, mais on voit très bien ce que produit aujourd'hui la mondialisation culturelle. Mais on pourrait peut-être, si ça vous intéresse, on pourrait peut-être en parler à un moment ou à un autre. Mais notre système éducatif, la question qu'il faudrait qu'on se pose, est-il adapté aux besoins de développement économique de notre pays? Je ne pense pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons un marché du travail qui est aujourd'hui déficient, c'est-à-dire avec un taux de chômage très important. 80% de chômage de masse. Exactement. À quoi ça sert de continuer à former des littéraires si seulement si ces littéraires ne peuvent pas être absorbés par le marché du travail? C'est-à-dire que, et puis je peux donner d'autres exemples, à quoi ça sert d'avoir des juristes partout qui pullulent dans notre société? À quoi ça sert d'avoir des politologues qui passent sur les plateaux de télévision pour ne parler que de la politique, ce qui est une bonne chose en soi. Mais sauf que, est-ce que le pays a besoin d'avoir autant de politologues, pour ne pas dire de politistes et des juristes, alors qu'il y a des secteurs qui pourraient être porteurs de notre économie? Et là, je pense qu'il faudrait que nous puissions réfléchir sur quel type de projet mettre en place pour que notre système d'enseignement puisse être efficient. Je dis bien efficient. Pas seulement efficace, mais efficient. Pourquoi? Pour la simple raison que notre secteur secondaire, l'industrie de ce secteur est moribond. Il faudrait bien que nous puissions avoir des écoles professionnelles. Il faudrait que nous puissions avoir des maçons, des architectes, des peintres, et ainsi de suite. Au niveau de l'industrie, quels sont nos besoins? Au niveau même des écoles agricoles, il faudrait que nous puissions en avoir. Or, il s'avère que le Congolais ne pense l'enseignement que par l'intellect. Il faut être docteur en ceci. Et moi, je suis effaré de constater que tout le monde qui passe sur les plateaux de télévision ne cesse de brandir leur diplôme. Je suis licencié en ceci, licencié en cela. Est-ce seulement utile, je dis bien utile, à l'instant T pour le développement de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas toujours si certain. Maintenant, cela n'empêche pas qu'il y ait des gens qui puissent réfléchir, mais il faudrait que le gouvernement, pour ne pas dire l'État congolais, puisse faire ce distinguo, mettre la barre du côté nécessaire pour le développement économique. C'est bien d'apprendre l'histoire des autres pays, mais il faudrait peut-être qu'on commence par l'histoire aussi de la nôtre, de la République démocratique du Congo, afin que les personnes, et tout à l'heure je parlais de la formation de la citoyenneté, qui incombe aussi à l'école, mais pour être un véritable citoyen, il faut connaître quand même aussi l'histoire de son pays, avec ses déboires. Apprendre l'histoire de l'Allemagne, c'est formidable. Apprendre l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est une bonne chose. Mais il faut peut-être commencer déjà par l'histoire de ce pays et quels sont les besoins réels pour ce pays aujourd'hui. Et donc là, il faudrait bien que non seulement l'État
mais la société civile, que les deux organes puissent se retrouver pour réfléchir sur les véritables besoins de ce pays pour axer l'enseignement ciblé sur nos priorités et non seulement être sur des élucubrations cérébrales, cognitives et autres parfois qui n'aboutissent pas à des choses, disons, beaucoup plus concrètes. D'où il faudra repenser nos facultés. Ah ben, tout à fait. Quelles sont les filières qu'on pourrait proposer aux futurs étudiants? La médecine, oui, on a besoin des médecins dans ce pays. Lorsqu'on regarde le taux de mortalité dans notre pays, ben, il faudrait favoriser cela, c'est important. Décision que pour accéder à la faculté de médecine, il faut avoir 70% à l'examen d'État. Mais pourquoi pas? Vous savez, dans tout système, à un certain moment, il faudrait qu'il y ait des critères. À la seule condition que tout le monde puisse bien accepter cela et puisse jouer le jeu, s'il faut le dire ainsi. Et donc, ce n'est pas du tout gênant. Vous savez aussi, en France, par exemple, le numerus clausus qui posait problème a été évacué et puis il y a eu des réformes pour que il n'y ait pas seulement un seul modèle pour accéder aux études de médecine. Aujourd'hui, on a deux systèmes pour y accéder. Vous avez ce qu'on appelle le PASS et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle la LAS. Mais ça, ça ne concerne pas directement la République démocratique du Congo. Mais on se rend bien compte qu'il y a toujours des critères qui sont mis en place pour essayer justement de modifier les choses et accorder des priorités là où il en faut. Mais donc, qu'il y ait beaucoup de médecins dans ce pays, c'est indispensable. Mais comme je le disais aussi, sans vouloir me répéter, avons-nous besoin de des millions et des millions de littéraires? Je ne suis pas si certain, surtout que la main-d'œuvre qui va découler de ces filières-là ne sera pas du tout absorbée par le marché du travail, parce que ce marché du travail n'est pas du tout efficace. Monsieur le professeur, quand vous fréquentez nos universités, la faculté d'agronomie, il y a peu d'étudiants. La faculté de droit, beaucoup d'étudiants, la faculté d'économie, autant d'étudiants, beaucoup, y compris la faculté de médecine. C'est une question d'orientation ou problème de politique éducationnelle? Avant de rebondir sur les axes que vous me proposez, moi, toujours dans ces problématiques qui sont complexes, je vois plutôt autre chose. Et après, je veux revenir un peu sur les deux axes que vous avez évoqués. Moi, je parlerai d'abord de l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que j'entends par l'imaginaire collectif? Tout le monde ne jure que par la bureaucratie. C'est-à-dire qu'on nous a fait comprendre. Quand je dis on nous a fait comprendre, on nous a légué. Je vais le dire comme ça. Très bien. Là, vous avez perçu déjà ma manière de penser. On nous a légué quelque chose qui est très, très nocif. Aujourd'hui, pour être bien vu dans notre société, il faut travailler dans un bureau climatisé. D'accord? Et donc, il faut être cadre. Et là, lorsqu'on on raisonne en termes de professions et catégories socio-professionnelles, tout de suite, on retrouve, si vous voulez, ces disparités, cette catégorisation des classes sociales. Classe sociale supérieure, moyenne et populaire. Et généralement, tout le monde, dans cet imaginaire que j'appelais collectif, cherche quoi? À accéder à cette classe sociale supérieure, des cadres, et pour cela, il faut passer par quoi? Par des grandes études, parfois qui n'aboutissent pas à des choses concrètes sur le plan de la production, même si sur le plan personnel, sur le plan intellectuel, ça porte des satisfactions. Le fait de savoir que on est professeur de philosophie, ça fait toujours bien sur sa carte de visite. Là, on est d'accord. Bien, je pense à quelques amis que nous connaissons à gauche et à droite, qui pensent comme des philosophes, ça s'arrête là. Hein. Mais sauf qu'on ne va pas s'en servir pour essayer justement, je ne dis pas que la philosophie n'est pas utile, mais sauf qu'on ne va pas l'exploiter pour faire de nous des hommes nouveaux, pour essayer d'apporter autre chose dans notre société, dans notre culture. Et donc là, nous sommes sur cet imaginaire qu'il faudrait retravailler, pour ne pas dire repenser. Et ça, c'est le rôle maintenant de l'orientation. Je reviens à ce que vous venez de proposer. Il faudrait que les pouvoirs publics mettent l'accent sur l'orientation des uns et des autres. Qu'est-ce que la société va nous proposer? Les universités, qu'est-ce qu'elles vont nous proposer une fois que l'élève, oui, là il est encore élève ou l'étudiant, a obtenu son examen d'État? Quelle est
la filière qui pourrait permettre à cet étudiant, une fois qu'il aurait terminé ses études, de s'insérer professionnellement sur le marché du travail. Et ça, c'est un problème de l'orientation, et il faudrait qu'il y ait des structures adaptées pour accompagner les étudiants en vue justement de cette mission qui porte sur l'orientation. Or, il s'avère que si ces structures n'existent pas, malheureusement, on revient sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a des enfants qui ont un capital culturel bien avancé, c'est-à-dire le capital culturel de leurs parents, et ces enfants-là vont vite comprendre que telle filière n'a pas suffisamment de débouchés, il faudrait plutôt que j'aille dans telle autre filière, et tous les enfants, tous les étudiants n'auront pas du tout cette opportunité. Et donc, ce qui serait de bon aloi, c'est qu'il puisse y avoir des organismes chargés de l'orientation pour accompagner chaque étudiant, pour lui dire, voilà, vous voulez accéder à telles études? Dans quel objectif? Et là, il faudrait qu'il y ait tout un travail de fait sur chaque personne. Pourquoi? Parce qu'on peut obtenir les mêmes diplômes, mais nous n'avons pas les mêmes compétences. Et les compétences, malheureusement, ce sont des choses qui sont purement individuelles. Et chacun de nous a un profil qui, quelque part, je ne vais pas rentrer dans une forme d'essentialisme, mais qui le prédestine quand même à certaines choses. Selon mon physique, par exemple, si je joue au football, je ne vais pas occuper n'importe quel poste. Il y a certains qui sont des gardiens de but, d'autres qui jouent le latéral gauche, latéral droit, et que sais-je encore, mais c'est en fonction de ses capacités intrinsèques. C'est pas tout le monde qui va occuper la place du numéro 10 ou du numéro 9. Et ça, c'est en fonction justement de cette orientation. Et lorsqu'on est dans des clubs sportifs, c'est le rôle du coach. Mais ça débute dès l'enfance. On commence déjà à voir les aptitudes de chaque enfant pour lui dire, voilà, on vous prépare peut-être à ceci ou à cela. Et donc, ce travail d'orientation, il faudrait que ça se fasse prématurément. Pas lorsque on se retrouve à la fin de ses études secondaires et là, au pied du mur, on commence à se poser des questions. Ce sont des choses qui devaient être mûries vraiment en amont et non en aval. Monsieur le professeur, quel est le rôle, bien l'impact de l'École nationale d'administration? Mais lorsqu'on parle de l'École nationale d'administration, mais ça, ce sont des écoles, et je vais rapidement faire une petite parenthèse, je vais vite l'ouvrir et je vais vite la refermer. Regardez l'ENA. Aujourd'hui, lorsque vous regardez plusieurs présidents français sortent de l'ENA, de cette École nationale d'administration. Mais c'est réservé à quelques élites. Et le président Macron lui-même, il est énarque. Quelle est la décision qu'il avait prise? C'est de réformer complètement cette entité. Pourquoi? Parce qu'on constatait que pour ce phénomène de reproduction sociale, même en France, le problème se pose, c'est pas seulement en République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez les statistiques, il y a à peu près 1% des enfants d'ouvriers qui arrivent à accéder à l'ENA. Et les énarques, on les retrouve, c'est-à-dire ces élites-là, on les retrouve dans la grande administration, dans quasiment tous les postes clés de l'administration française. Et lorsque vous n'avez qu'un pourcentage très faible des enfants issus des classes sociales populaires qui accèdent à cette entité qu'est l'ENA, on se rend bien compte que malheureusement, la reproduction sociale, elle est forte et donc la société n'est pas du tout égalitaire. Et pour une société qui se veut démocratique, je l'avais déjà dit, ça pose problème. Maintenant qu'il y ait des énarques, des gens qui sortent de ces grandes écoles, c'est indispensable, mais il faudrait faire de telle sorte que toutes les populations puissent avoir. Il faut démocratiser cela pour que tout le monde puisse y accéder, sinon c'est un coup d'épée dans l'eau et on se retrouve avec ce problème de circulation des élites qui n'est pas du tout au rendez-vous. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, parlons maintenant de l'école et de la citoyenneté. L'école forme-t-elle des bons citoyens pour la société? Tel que vous formulez la question, Monsieur Kambala, je risque de vous donner une réponse un peu biaisée. Parce que, est-ce que l'école forme-t-elle des bons citoyens? Je dirais tout simplement au prime abord que l'école cherche à former des citoyens tout court. Pourquoi? Pour la simple raison que l'école, aujourd'hui, elle se veut laïque. Bien sûr, ce qui n'exclut en rien qu'il y ait de l'enseignement religieux.
Ça fait partie de la culture au sens large du terme. Mais on est quand même dans une structure, dans une institution qui nous véhicule des valeurs de la République. Aimer son pays. Lorsqu'on est sur l'éducation civique et morale, on nous apprend ce que c'est que notre patrie. On apprend notre hymne national. On sait respecter les emblèmes de notre pays et en même temps nous apprenons le fonctionnement de nos institutions. Mais sauf que la société, elle est multiple, elle est diverse. Et l'école n'est qu'une instance de socialisation parmi tant d'autres. Vous voyez très bien, tout à l'heure, j'ai parlé de la famille, mais la famille nous éduque aussi à sa manière, la famille nous socialise. En dehors de ces deux instances de socialisation, vous avez aussi aujourd'hui les médias. Les médias sont aussi des instances de socialisation qui instrumentalisent parfois notre manière de penser et essayent parfois de nous apporter des valeurs nouvelles. Et je l'ai déjà dit aussi, Monsieur Kambala, lors d'une autre émission que nous avons effectuée ensemble. Regardons sur les chaînes de télévision, quelles sont les émissions qu'on nous balance? Je ne vais pas les citer pour ne pas faire la publicité de ces émissions, pour ne pas dire de ces séries télévisées multiples qui sont ici, mais je pense que derrière, il y a quand même un phénomène d'acculturation qui se produit, mais de manière indirecte, de manière inconsciente. Nous avons une culture, je ne dis pas que le Congolais doit s'arc-bouter sur les traditions purement congolaises, nous sommes dans cette mondialisation culturelle et cette mondialisation culturelle risque d'entraîner aussi des phénomènes d'acculturation. Donc l'école va nous apporter certaines valeurs, mais ces valeurs peuvent être contredites par d'autres types de valeurs. À l'école, on nous a jamais appris la cupidité. Par exemple, ça fait partie des vices. Or, il s'avère que la société aujourd'hui nous renvoie à des idéaux qui sont parfois contraires aux valeurs qui sont véhiculées au niveau de l'école. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a eu une forme de concurrence entre ces différentes instances de socialisation et malheureusement l'école qui nous apporte des qualifications, mais malheureusement le marché du travail qui ne nous tend plus les bras comme il se doit, puisqu'on avait dit quand même on a un chômage de masse, et donc l'école, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle est complètement disqualifiée. Il y a des élèves ou des enfants qui vont vous dire « Je préfère aller jouer au foot que d'aller longtemps à l'école. » Pourquoi ? Parce que après l'école, il faudrait qu'il y ait une autre vie. Une autre vie qui va débuter avec le marché du travail. Or, sauf qu'en République démocratique du Congo, le marché du travail est complètement hermétique. Et donc, par conséquent, l'école ne remplit plus du tout son rôle de formateur des citoyens. Et donc là, il ne faudrait pas seulement tirer sur l'ambulance. L'école de la République démocratique du Congo, elle est moribonde, pour ne pas dire autre chose. Les budgets ne suivent pas, la formation des enseignants n'est pas au rendez-vous. Même le renforcement des capacités. Mais bien entendu, il faudrait repenser tout le système. Oui, monsieur le professeur, en guise de conclusion déjà, quelles sont les réformes possibles que vous pouvez proposer ? Vous savez, les réformes possibles, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait repenser déjà l'orientation des étudiants, revoir les programmes, parce que ça c'est indispensable. On ne peut pas seulement continuer à proposer des programmes qui ne sont pas adaptés aux besoins économiques, aux besoins sociaux de notre environnement culturel, économique, politique qu'est la République démocratique du Congo. Et en même temps, il faudrait que le personnel, c'est-à-dire les enseignants, puissent être toujours très bien suivis. Il faudrait qu'il y ait des inspecteurs, parce qu'un enseignant, vous savez, Monsieur Kambala, un professeur, il est le seul maître à bord dans son amphithéâtre ou dans sa salle de classe. Il faudrait bien qu'il y ait aussi des contrôles, voir si seulement si les prérogatives, les programmes tels que c'est imposé par le ministère de l'Éducation nationale et ainsi de suite, si ces programmes sont bien exécutés. Et en même temps, il y a aussi une pédagogie. Enseigner, c'est pas seulement déverser des savoirs, c'est aussi mettre en place une pédagogie, une méthodologie pour que les élèves puissent être réceptifs. Aujourd'hui, dans cet univers qui est de plus en plus numérisé, avec ces enfants qui ont les smartphones, des tablettes dans leurs mains dès le bas âge, ne faudrait-il pas repenser notre système d'enseignement? Lorsque je vois dans des salles de classe
des enseignants utilisaient encore de la craie, ça laisse un peu perplexe. Nous sommes quand même au 21e siècle et des salles qui ne sont pas du tout numérisées, c'est-à-dire sans le tableau blanc interactif et ainsi de suite, pour essayer de susciter plus d'intérêt et d'enjeux. On se rend bien compte que, Monsieur Kambala, le chantier est très très vaste. Le système éducatif congolais, source de développement économique et social, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, il est grand temps qu'il y ait une sorte de table ronde entre la société civile, l'État congolais et en même temps ceux qui sont les protagonistes de ce système puissent se retrouver autour d'une table pour la refondation, pour ne pas dire tout simplement la réforme de notre système, afin que ce système puisse être vraiment efficient. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'être venu et participer à cette émission, répondre aussi à nos questions sur le système éducatif congolais, source de développement économique et social. Et merci à vous surtout, monsieur Kambala, de m'avoir invité une fois de plus. Et j'espère aussi que nous avons exploré à bon escient cette thématique qui est assez épineuse et aussi intéressante. Merci beaucoup à nos téléspectateurs de suivre toujours cette émission. Merci beaucoup, à la prochaine.